Le 4 février 2007, un utilisateur posta cette vidéo sur le forum Above Top Secret. L'utilisateur explique que la vidéo montre un ovni en forme de disque qui essaye de fuir un avion de chasse quelque part au large des côtes mexicaines en 2004. L'utilisateur dit aussi qu'il aurait apparemment eu accès à la vidéo pendant son service militaire à bord d'un porte-avions de l'armée américaine et déclare avoir fait sortir clandestinement ses enregistrements. Il faut savoir que le forum Above Top Secret, c'est un endroit où on parle principalement de tout ce qui se rapproche aux théories du complot et d'ovnis. Et donc forcément, il y a eu des avis mitigés sur ce post parce que sur le forum, on retrouve beaucoup de documents, de vidéos et d'histoires similaires. Mais surtout, le souci, c'est que la vidéo était hébergée sur un site appartenant à un groupe d'étudiants en école de cinéma et donc beaucoup ont pensé que c'était un projet artistique ou tout simplement une blague. Sauf qu'une dizaine d'années plus tard, cette vidéo, elle va refaire surface dans un article du New York Times. Tout était vrai et confirmé par plusieurs témoins oculaires. Tout était vrai, la vidéo représente bien une rencontre entre des avions de chasse de la marine américaine et une sorte d'objet non identifié. Et dans l'article du New York Times, il y avait aussi une deuxième vidéo, mais cette fois-ci, il y avait du son. Et il y a aussi des descriptions similaires de plusieurs pilotes de l'armée américaine. What year was it that you witnessed this? So we started seeing these in 2014 was the earliest that I know. First time we visually saw one, there were two aircraft from my squadron, VFA-11. They flew, took off as a flight of two, and as they hit the area, one of these objects went right between the aircraft. The lead air crew saw the object. He turned around, flew back, landed, and I was in the ready room when he come back, just sitting there saying, hey, I almost hit one of those damn things. And we all knew what he was referring to just because we were seeing these so much. And he described it, he described it just as a black or dark gray cube. And that cube was inside of a clear translucent sphere. So from our experience, they were always out there. They were out there when we took off, we'd see them. And then we go to land, they would still be out there. Like every day? Every day. Every day. Les militaires en question parlent vraiment d'objets non identifiés qui peuvent voler à environ une vingtaine de kilomètres au-dessus du sol et qui sont aussi capables de redescendre hyper rapidement à une dizaine de mètres au-dessus de la mer. Et aucun objet connu n'est capable d'aller à cette vitesse. Et ce ne sont pas les seules vidéos et témoignages que des militaires ont fournis. Il y en a des dizaines, mais qui n'ont été révélés que très récemment. Comme ce pilote qui a capturé des objets métalliques volant autour de lui durant des vols d'essai, ou celui-là, on voit passer quelque chose de très rapide, à peine perceptible sur la vidéo. Ce sont toutes des images officielles confirmées par le gouvernement américain qui a d'ailleurs lancé différents programmes pour essayer de déterminer ce qu'étaient ces objets. Le gouvernement américain aurait affirmé aussi qu'il y a des centaines d'autres vidéos similaires, mais qu'elles sont encore confidentielles parce qu'elles pourraient poser de gros problèmes de sécurité pour les États-Unis. Maintenant, il y a eu quelques explications plausibles sur certaines de ces vidéos, comme pour celle-là par exemple. Après analyse, le Pentagone affirme que c'est une illusion d'optique et qu'au final l'objet ne bouge pas si rapidement que ça. Ou par exemple, pour cet objet qui bouge un peu bizarrement, ce serait à la fois une combinaison d'effets d'optique à cause du matériel de capture vidéo, et ce serait soit des drones espions d'autres pays, soit des ballons météorologiques ou des objets similaires. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est réellement, et pour d'autres vidéos, on n'a aucune explication, comme la toute première vidéo qu'on a vue, celle de 2004. Et donc c'est une série de mystères qui n'a pour le moment aucune explication. L'affaire Elisa Lam. Elisa Lam, âgée de 21 ans, part seule en voyage aux États-Unis au début de l'année 2013. Elle appelle ses parents tous les jours et elle leur raconte un peu tout ce qui se passe. Tout semble se passer normalement et elle a l'air d'apprécier son séjour à Los Angeles. Le 31 janvier 2013, elle était censée quitter le Cecil Hotel de Los Angeles pour se rendre à Santa Cruz. Mais à partir de cette date, on ne la reverra plus jamais. Ses parents, qui n'ont pas eu de nouvelles d'elle ce jour-là, décidèrent de contacter la police de Los Angeles qui lancera une investigation. Mais malheureusement, il n'y a aucune trace d'Elisa. La seule piste qu'ils auront, c'est cette vidéo. La dernière vidéo connue d'Elisa, récupérée grâce à des caméras présentes dans l'ascenseur du Cecil Hotel. On voit qu'elle a un comportement assez bizarre, qu'elle est méfiante, qu'elle a peur. On a l'impression que quelqu'un la suit, qu'elle se cache. À un moment, elle va même faire des gestes super bizarres. Elle va aussi appuyer sur tous les boutons de l'ascenseur. Et malgré ça, les portes de l'ascenseur ne vont pas se fermer. Ce qui fait qu'elle va finalement décider de sortir de l'ascenseur pour de bon. Et c'est clair qu'elle a absolument pas un comportement normal et logique. Et ça rend l'affaire beaucoup plus étrange.
2 semaines après la disparition d'Elisa, les clients du Cecil Hotel commencent à se plaindre de l'eau du robinet. Elle serait bizarre, de couleur noire, elle aurait aussi un très mauvais goût et il y aurait de mauvaises odeurs venant de l'eau. Le service de maintenance est envoyé sur le toit pour vérifier les réservoirs d'eau et effectivement, dans les réservoirs, il y avait quelque chose de bizarre. C'était le corps nu d'Elisa Lam. L'autopsie d'Elisa Lam va révéler qu'elle est morte par noyade, mais aucune trace de blessure physique, d'agression ou quoi que ce soit n'est présente sur son corps. On est même sûr qu'elle n'a pas mis fin à ses jours, mais c'est pas ça le problème. Tout le mystère de l'histoire, c'est comment est-ce qu'elle a fait pour se retrouver enfermée dans le réservoir d'eau. Parce qu'en fait, les portes et les escaliers menant au toit où se trouve le réservoir d'eau, elles sont bloquées. Et seul le staff a les mots de passe et les clés pour y accéder. Et aussi, toute tentative d'effraction, ça aurait dû normalement déclencher une alarme. Et là, les enquêteurs, ils sont face à une impasse et ça a été classé comme un mystère non résolu. Mais c'est un cas qui a intéressé beaucoup de personnes. Et sur la base de toute cette argumentation, il y a une équipe qui a tenté de se rendre sur le toit du Cecil Hotel sans déclencher l'alarme. Et en fait, c'était plutôt facile. Sur la façade de l'hôtel, il y a des escaliers de secours. Ils sont assez anciens et en les empruntant, on arrive assez facilement sur le toit. Et le pire, c'est que quand ils ont fait cette expérience, les réservoirs d'eau étaient ouverts. Ça veut dire que n'importe qui aurait pu rentrer ou tomber dedans. Et donc, ça peut expliquer une partie de l'affaire, mais pas tout. Comment est-ce qu'Elisa Lam s'est noyée? Et surtout, même en supposant qu'elle soit rentrée d'elle-même dans le réservoir, qui l'a refermé derrière elle? Parce qu'en fait, c'est vrai, normalement, une fois à l'intérieur, on peut pas refermer la trappe et encore moins la verrouiller. Parce que oui, quand elle a été retrouvée, la trappe était fermée. Donc, est-ce que quelqu'un a fermé la trappe derrière elle sans la voir? Ça semble un peu compliqué, du coup il y en a beaucoup qui pensent qu'elle a été tuée, mais c'est super bizarre encore une fois parce que sur son corps, il n'y a pas de signe d'agression ou de violence. Du coup, il y a eu une autre théorie qui dit qu'elle était possédée ou que c'était l'action d'un démon par rapport à son comportement dans l'ascenseur. Mais là encore une fois, il y a une explication. En fait, Elisa Lam, elle souffrait de graves troubles mentaux et elle avait un traitement pour tout ça. Et l'autopsie a justement révélé qu'elle n'avait pas pris son traitement correctement, voire même qu'elle l'avait complètement stoppé. Et c'est ce qui explique son comportement assez étrange. Mais malheureusement, avec tous ces éléments, on n'a pas de réponse sur sa noyade et encore moins sur la raison pour laquelle elle s'est retrouvée enfermée dans le réservoir. Et c'est peut-être une histoire qui n'aura jamais de réponse. Charlie Chaplin, le voyageur du temps. Charlie Chaplin, un des plus grands cinéastes et prodiges du cinéma, est à l'origine d'une théorie sur le voyage temporel. Un youtubeur du nom de George Clark a affirmé avoir trouvé une preuve du voyage temporel dans l'un de ses DVD du film The Circus. The Circus est un film sorti en 1928 par Charlie Chaplin, et dans le passage de la vidéo que montre le youtubeur, on voit une femme marcher en parlant avec ce qui semble être dans sa main un téléphone portable. C'est une scène qui fait partie des extras du DVD, c'est-à-dire que c'est une scène qui n'apparaît pas dans le film, ce qui explique pourquoi des gens ne l'ont pas remarqué avant. Et l'autre problème, c'est que les téléphones n'ont été inventés qu'en 1973, soit plus de 45 ans après. Et de là, plusieurs personnes ont tenté d'expliquer ce passage. La première théorie, c'est que le téléphone serait en fait un appareil auditif sorti par Siemens en 1924. Ça se plaçait un petit peu de la même façon comme on peut le voir sur l'image, et c'est une explication plausible. Une autre théorie affirme que c'est un trucage mis là en post-production spécialement pour les extras par une personne de l'équipe d'édition. Mais rien ne permet de prouver que c'est vrai. Et enfin, toutes sortes d'explications qui peuvent sembler logiques. Elle se cache du soleil, elle remet son chapeau en place, elle se gratte, ou encore ce serait une femme un peu folle, ce qui expliquerait pourquoi elle parle toute seule. Néanmoins, aucune de ces théories n'a été prouvée aujourd'hui et le mystère reste entier. Le disparu des catacombes. Au début des années 1990, quelqu'un a filmé une vidéo de lui traversant les catacombes de Paris. On peut voir qu'il trouve de nombreuses choses, des sortes de flèches peintes sur les murs, une peinture assez bizarre d'un homme, et évidemment, on est dans les catacombes, donc il y a beaucoup de squelettes. À un moment, l'homme commence à avoir une crise de panique, il se met à courir et il laisse tomber sa caméra. À ce jour, on ne sait pas ce qui est arrivé à cet homme. Cette vidéo aurait été trouvée par un explorateur des catacombes, un cataphile, et donnée plus tard au réalisateur Francis Friedland. La vidéo durerait plus de 40 minutes, mais les seuls passages qu'on a proviennent de l'émission Scariest Places on Earth. Dans cette émission, ils partent justement sur la trace de cet homme et ils expliquent que sur les vidéos au tout début, l'homme est plutôt calme, mais qu'au bout d'une quarantaine de minutes, la vidéo reprend et il semble effrayé comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de le suivre. Et ensuite, il laisse tomber sa caméra et on l'entend paniquer et continuer de courir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun bruit. Et ensuite, la caméra continue de tourner jusqu'à ce que la batterie s'épuise. L'équipe de l'émission arrivera à retrouver quelques endroits comme la fameuse
peintures bizarres, mais aucune trace de lui. Forcément, pour un cas comme ça, il y a eu plusieurs théories. La première, c'est que l'homme serait finalement mort après s'être perdu au fond des catacombes et qu'il avait tout simplement été pris d'une crise de panique parce qu'il ne retrouvait pas son chemin. Une autre théorie voudrait qu'il était tombé sur quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir et qu'on l'a surpris et poursuivi dans les catacombes à cause de ça. Et enfin, d'autres trouvent ça bizarre que la vidéo n'ait pas refait surface dans sa totalité et pensent qu'en réalité tout était faux et que ça a été inventé simplement pour amener de l'audience sur cette émission. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de réponse à ce mystère. Qu'a vu Gary McKinnon ? Gary McKinnon est un pirate informatique britannique accusé par les États-Unis d'avoir réussi le plus grand piratage informatique militaire de tous les temps. Il aurait hacké une centaine d'ordinateurs appartenant à l'US Army et à la NASA entre 2001 et 2002. Et là où l'histoire devient intéressante, c'est que la principale raison qui a poussé Gary McKinnon à faire ça, c'est sa passion pour l'espace et les ovnis. Il avait vraiment envie d'en savoir plus, et ce qui l'a orienté dans ses recherches, c'est le Disclosure Project du docteur Stephen McCone-Greer. Le Disclosure Project, en fait, il a pour but de propager des informations confidentielles sur les ovnis et les extraterrestres, et Gary McKinnon a justement récupéré une info via ce projet. Il a eu l'information comme quoi une experte en photographie de la NASA nommée Donna Haar avait dit que dans le bâtiment 8 du centre spatial Johnson de Houston, des personnes passaient leur temps à retoucher des images satellites à haute résolution pour effacer les ovnis présents sur ces photos. Les images, une fois retouchées, pouvaient être vendues sans problème aux universités, cartographes et autres acheteurs potentiels. Le but de tout ça, ça aurait été en fait de cacher l'existence des ovnis à la population. Et quand McKinnon il a appris ça, il a cherché à trouver les dossiers informatiques du bâtiment 8 en accédant aux ordinateurs de la base. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. À un moment donné, il est tombé sur des répertoires nommés filtrés et non filtrés, à traiter et bruts, dans un format de fichier qu'il avait encore jamais vu. Chacune des images pesait entre 200 et 300 mégaoctets, et avec sa connexion bas débit de l'époque, ça lui aurait pris 5 minutes pour télécharger un seul mégaoctet. Et à cause de ça, il a donc décidé de réduire la résolution des images, et il a ouvert la première image sur laquelle il est tombé. L'image, elle s'est affichée progressivement et très lentement, et elle montrait une vue au-dessus de la Terre, avec un grand objet en forme de cigare, aux extrémités légèrement aplaties, avec des dômes sphériques au-dessus, en dessous, sur les côtés et à ses extrémités. Et il précise qu'il n'y avait aucune soudure, pas d'antenne, et que ça ressemblait à aucun satellite qu'il avait vu. Et en fait, pendant que l'image elle était encore en train de charger aux 3/4 environ, il voit la souris de l'ordinateur bouger toute seule et cliquer sur la croix pour fermer la fenêtre. McKinnon venait d'être repéré par un agent de la base, et à partir de là, les autorités sont remontées jusqu'à lui via son adresse IP. Il a été arrêté au Royaume-Uni et une demande d'extradition a été émise à son encontre par les États-Unis, et après un long procès, le Royaume-Uni va décider finalement de ne pas l'extrader pour des raisons médicales. Après ça, McKinnon a aussi prétendu avoir découvert une liste intitulée Agents non terrestres, avec des noms, des grades et en tout une vingtaine de personnes nommées. Lui, personnellement, il croit pas que ces agents non terrestres ce soient des aliens, mais il pense que c'est une preuve que l'armée américaine, elle dispose d'un bataillon secret dans l'espace. Malheureusement, on n'a aucune preuve sur ce qu'il affirme et il pourrait avoir tout inventé. Mais par contre, on peut être sûr d'une chose, il a réellement mis la main sur des documents confidentiels et secret défense. Maintenant, on peut pas dire quels étaient ces documents. Il y en a certains qui disent que McKinnon ne dit pas tout par peur des représailles du gouvernement américain, et il y en a qui pensent qu'il saurait encore beaucoup d'autres choses. Mais malheureusement, c'est impossible en fait de dire qui a raison et qui a tort. Andrew Gosden. On est sur l'une des histoires les plus étranges que j'ai eu à chercher pour l'iceberg, le cas Andrew Gosden. Andrew Gosden est né en 1993 au Royaume-Uni et c'était un élève brillant. Il était extrêmement intelligent, c'était quelqu'un de très calme, absolument pas problématique, et il n'y a rien en fait qui laissait présager ce qui allait lui arriver. Le matin du 14 septembre 2007, Andrew il va faire quelque chose de très inhabituel. Au lieu de prendre son bus scolaire, il va se diriger vers un guichet automatique et il va retirer quasiment tout l'argent qu'il avait sur son compte en banque, soit 200 livres sterling. Il va ensuite être aperçu par une caméra de surveillance revenant chez lui. Dans sa maison, il va retirer son uniforme scolaire, il va mettre un t-shirt, il va prendre un sac, prendre sa PSP, il va ensuite se diriger vers la gare de sa ville, la gare de Doncaster. Une fois arrivé à la gare, il y achètera un aller simple pour Londres. La guichetière de la gare lui dira que prendre un billet aller-retour entre Londres et Doncaster ne lui coûterait que 50 centimes de plus, mais Andrew va refuser et il va vraiment insister pour prendre un aller simple. Quelques heures plus tard, Andrew arrive à Londres, il sera aperçu une dernière fois
plupart des caméras de surveillance quittant la gare de Londres et personne ne le reverra plus jamais après ça. On a d'abord pensé qu'Andrew s'était rendu à Londres pour visiter sa famille ou pour aller voir un concert de rock, parce qu'un de ses groupes préférés se produisait là-bas, mais il y a des trucs qui collent pas. Si c'était effectivement le cas, pourquoi est-ce qu'Andrew n'a pris qu'un aller simple tout en refusant le billet aller-retour? Et même s'il souhaitait rester plusieurs jours sur Londres, pourquoi est-ce qu'il a pas pris plus d'affaires avec lui, ni son chargeur de PSP? Et donc pour les enquêteurs, cette piste de la famille ou du concert de rock, elle est écartée, et ils écartent aussi la piste de la fugue. Mais ils vont penser qu'il est sûrement entré en contact avec des personnes malveillantes sur internet, sauf que même en fouillant les mails d'Andrew et son historique internet, il y avait rien du tout. Il y a donc pas de piste pouvant justifier une fugue ou une rencontre avec quelqu'un de bizarre. La dernière piste qui va être explorée, c'est le fait qu'Andrew était fan d'un programme télé appelé The Fall and Rise of Reginald Perrin, où le personnage principal joue un homme qui met en scène sa mort pour commencer une nouvelle vie. Et c'est ce que ses parents pensent d'ailleurs. Ils ont même transféré de grosses sommes d'argent sur le compte en banque d'Andrew dans l'espoir que leur fils puisse en profiter, mais malheureusement l'argent n'a jamais été retiré et il est resté intact. La dernière info qu'on a eue sur le cas d'Andrew Gosden, elle date de janvier 2022. La police de South Yorkshire a arrêté 2 hommes âgés de 38 et 45 ans pour suspicion d'enlèvement. Et la police sous-entend qu'ils auraient peut-être des liens avec la disparition d'Andrew Gosden. La police a d'ailleurs retrouvé énormément d'appareils, de téléphones et de disques durs contenant des images et vidéos sensibles appartenant à ces 2 hommes. Tous ces appareils sont actuellement en train d'être analysés et en janvier 2023, la police a fait un nouveau communiqué en maintenant la même version et donc on est toujours en attente pour la résolution de cette affaire.